Je m'appelle donc Philippe Perrin. Alors, je suis éco-infirmier, c'est-à-dire c'est un infirmier qui travaille non plus sur le champ du curatif, mais qui fait de la prévention, de la promotion de la santé, sur tous ces liens entre l'environnement, l'alimentation, l'eau, l'air, le bruit, les rayonnements et la santé. Et je ne fais plus que de la prévention sur ces sujets. J'étais passionné par le sujet de l'environnement et puis début des années 90, on a eu les premières études épidémiologiques qui montraient des liens entre pollution de l'air et santé. Et je me suis dit qu'en étant passionné sur la santé aussi, ce serait peut-être l'occasion d'amener les gens à mieux prendre en compte leur environnement s'ils comprenaient les influences de la dégradation de l'environnement sur leur santé. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien chez moi, ça fait une bonne trentaine d'années, voire 35 ans que je suis sensibilisé à cette thématique. J'ai vécu pendant des années jeune dans un environnement relativement protégé, le Morvan, je suis originaire du Morvan. Et je pense que l'observation de cette nature, la découverte de cette nature et l'environnement extrêmement favorable dans lequel j'ai pu grandir m'ont sans doute beaucoup donné envie d'aller dans cette direction. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui peut être d'origine naturelle, mais qui va être la plupart du temps d'origine artificielle, et qui va interférer sur des mécanismes très complexes hormonaux. Ces mécanismes hormonaux jouent un rôle très important dans notamment le développement intra-utérin, la petite enfance, mais pendant toute la vie en fait. Et on se rend compte que ces perturbateurs endocriniens interagissent sur les sites qui reçoivent les hormones ou sur les hormones elles-mêmes et perturbent le message hormonal reçu par les tissus, donc perturbent en fait le fonctionnement des tissus et peuvent favoriser donc l'apparition de très nombreuses maladies qui touchent l'ensemble de la sphère génitale, donc des malformations, des capacités reproductives altérées, mais on sait aujourd'hui que ça touche l'immunité, ça touche le système nerveux, le système respiratoire, ça touche en fait tous les organes véritablement du corps. On les trouve beaucoup dans les produits de la vie quotidienne. Dans l'alimentation, ça va s'appeler les pesticides dans l'alimentation, mais c'est ce qu'on peut utiliser chez soi aussi. On va les trouver dans l'air que l'on respire, dans les produits ménagers qui vont aussi émettre ces composés. On peut les trouver dans les textiles qu'on devrait laver avant de porter, par exemple. On peut les trouver dans énormément de produits du quotidien, effectivement. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Les produits aussi, les contenants alimentaires, par exemple les emballages plastiques. Le plastique, le problème aujourd'hui du plastique, c'est aussi beaucoup, notamment les perturbations endocriniennes, dans les cosmétiques, donc on peut en trouver aussi. On peut en trouver malheureusement aussi dans les médicaments. Ce qu'on sait aujourd'hui, que ces perturbateurs endocriniens, dans cette vie très particulière de la petite enfance ou de la vie intra-utérine, on sait que ça modifie le développement de certains organes et ça de façon irréversible. Donc c'est l'exposition de ces populations aux perturbateurs endocriniens dans ces périodes clés de la vie. On parle de la période des 1000 jours qui s'écoule depuis la conception jusqu'au deuxième anniversaire. On sait que les expositions à cette époque de la vie très particulière vont impacter très durablement la santé de l'enfant et de l'adulte de demain. Et on sait maintenant que ça pourrait même avoir des effets sur sa descendance. Donc on est vraiment sur des effets même transgénérationnels de ces perturbateurs endocriniens. Je ne pense pas qu'on puisse supprimer ces perturbateurs endocriniens totalement, mais on peut au moins fortement en réduire la diversité. Je pense que c'est le premier point qu'il faut avoir, c'est on ne peut pas tout supprimer de ces polluants dans l'environnement du très jeune enfant, mais on peut fortement réduire leur diversité, donc favoriser au mieux l'épanouissement de la santé de cet enfant. Une première famille de perturbateurs endocriniens parmi les plus préoccupants, ce sont les pesticides, qui en plus d'ailleurs dégradent la biodiversité, les ressources en eau et notre environnement. Donc la première chose, ce serait de réduire l'exposition aux pesticides dans l'habitat, les antiparasitaires pour animaux, les produits pour traiter les plantes, les produits pour éviter les moustiques dans l'habitat par exemple, éviter tout ce genre de choses. Éviter aussi les pesticides dans l'alimentation en privilégiant dès que c'est possible une alimentation biologique. Pour rester dans le champ de l'alimentation, c'est réduire l'exposition à des contenants plastiques qui sont polluants en tant que plastique eux-mêmes, mais aussi en tant que contaminants qui vont être des perturbateurs endocriniens qui peuvent s'additionner à ces plastiques. On pourrait aussi rajouter de bien aérer, de bien ventiler, parce que souvent ces perturbateurs endocriniens peuvent se retrouver sous forme respiratoire, enfin sous forme aérienne, donc respiratoire, bien aéré, bien ventilé. Choisir des produits ménagers les plus simples possibles, revenir à des bons vieux classiques, comme d'ailleurs sur les cosmétiques, on pourrait aussi simplifier largement en repérant certains types de labels qui sont aussi des repères assez intéressants pour le consommateur pour privilégier des produits de bonne qualité. Ce qu'on sait aujourd'hui, sinon avec certitude quels sont les effets de ces perturbateurs endocriniens, on commence à comprendre comment la santé de l'enfant peut être impactée par ce genre de substances. Donc ça nous donne autant aussi de moyens d'agir parce qu'on sait aujourd'hui où se trouvent ces perturbateurs endocriniens dans notre quotidien, soit ceux qu'on connaît, ils sont peu nombreux, et ceux qu'on soupçonne, ils sont beaucoup plus nombreux, mais on a maintenant des pistes d'action parce qu'on sait que ces produits existent dans le quotidien et qu'on peut s'en débarrasser. Donc c'est au contraire un message très positif qui permet de comprendre ce qui pourrait impacter la santé de nos enfants et de trouver des solutions. Et elles existent fort heureusement.
Elles existent bien sûr à l'échelle politique et économique. C'est déjà aux politiques d'interdire certaines substances, mais en attendant que les politiques fassent ce qu'il convient de faire, sous la pression des industriels, c'est clair, aux citoyens déjà de commencer à agir, et pourquoi pas dans le monde associatif d'ailleurs de se manifester auprès des associations pour agir dans ce sens, mais aussi déjà en tant que consommateur, on peut déjà impacter largement le monde économique à travers notre consommation. On apprend aujourd'hui beaucoup de la biodiversité, pour ne prendre que cet exemple. La biodiversité, on se rend compte aujourd'hui que c'est sans doute la meilleure roue de secours qu'on ait face aux évolutions climatiques qui sont en train de se mettre en place. Et on sait que préserver la biodiversité, c'est garantir au maximum les capacités de résilience de nos sociétés. Et bien cette même diversité biologique qu'on trouve donc dans l'environnement, on sait aujourd'hui à quel point elle est importante dans ce qu'on appelle nos microbiotes, ce qu'on appelle autrefois la flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal. On sait que le plus il est diversifié, le plus il nous garantit une bonne résistance, une bonne résilience à des facteurs de santé qui seraient potentiellement pathogènes. Donc, oui, c'est une source d'inspiration parce qu'on se rend compte de la beauté aussi du vivant. Il faut s'extasier aussi, il faut s'émerveiller devant cette complexité du vivant. Il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et pour rester dans le monde de la santé et de la biodiversité, on oublie trop souvent que l'essentiel des médicaments qu'on consomme aujourd'hui viennent de ce monde naturel et que si on préserve la biodiversité, on préserve aussi la pharmacie de nos descendants. Alors, officiellement, on a recensé en gros moins d'une vingtaine de perturbateurs endocriniens ou de familles de perturbateurs endocriniens, mais selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on en soupçonne pratiquement 800. Et selon des bases de données américaines, la base TEDx, on a pratiquement 1400 composés qui seraient des perturbateurs endocriniens. Donc on est face à ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on définit comme perturbateurs endocriniens, c'est la petite partie d'un iceberg qui est probablement beaucoup plus conséquent. Et toute la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette incertitude. On devrait être vraiment dans l'application du principe de précaution qui dit que si on a des suspicions suffisamment fortes et qu'on a des moyens de substitution, on ne doit pas attendre d'avoir des certitudes pour agir.